Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler des Racines du ciel. Les Racines du ciel, écrit en 1956 par Romain Gary. C'est une allégorie sur l'humanité avec des éléphants, pour le faire simplement. Voilà, on va dire ça. Et c'est souvent considéré comme le premier livre écologique, bien que le mot n'existe pas encore. En tout cas, pas dans le langage courant. En effet, le mot surgit dans le débat public avec la création des Amis de la Terre en 1970. Romain Gary restera cynique quant à la faible importance qu'on lui accorde et écrira en 1980 La prise de conscience écologique se heurte à l'inhumanité de l'humain. En gros, notre confort passe avant. On est en 1980. Et 1200 éléphants viennent d'être massacrés au Zimbabwe. Cette inhumanité humaine semble être le sujet central du roman. Rien ne peut atteindre les hommes, selon Romain Gary, et donc selon Morel, le personnage principal du roman, gardien des éléphants géants. Et du coup, en 1980, Romain Gary réécrit le roman et rajoute de nombreuses fois le mot écologie. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. C'est l'édition définitive du livre en 1980, pas mal différente de celle de 1956. Bref, peu de temps après sa sortie, on pressent le Goncourt. Si le journaliste Émile Henriot publie un article emballé dans le journal Le Monde parlant de livres admirables pleins de talent, d'originalité et d'épaisseur, beaucoup sont plus nuancés, comme le critique Pascal Piat, qui parle de lourdeur ou de construction anarchique empêchant le livre d'être un chef-d'œuvre, et d'autres sont beaucoup plus négatifs, comme l'Humanité, parlant de romans confus au contenu néfaste et caricatural. Drôle de contexte donc pour l'accueil d'un livre qui sera bientôt culte. Le livre joue effectivement beaucoup avec la langue française, jeu que Romain Gary développera beaucoup quand il écrira en tant que Émile Ajar. Et ces jeux semblent donc déranger. Certains l'accusent de ne pas bien connaître le français. On peut citer par exemple Kléber Haedens qui dit dans Paris Presse Romain Gary connaît 7 langues, mais je suppose que parmi ces 7 langues, il ne vient à l'idée de personne de compter le français. Nous avons le regret, mais aussi le devoir de le dire, Romain Gary ne sait pas le français. Il n'existe peut-être pas d'ouvrage aussi lourdement incorrect dans toute l'histoire de la littérature française. Son style est celui d'une exécrable traduction. Le héros des Racines du ciel fonde un comité pour la défense des éléphants. Nous pensons qu'il est dès maintenant nécessaire de fonder un comité pour la défense de la langue française contre Romain Gary. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes. Et Un autre critique, Alexandre Vialat, va jusqu'à s'amuser de ne pas l'avoir lu. Il saura donner à Racine un ouvrage de chez Gallimard Le Goncourt. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est, dit-on, un ouvrage excellent. Il parle d'éléphants, de l'éléphant, de tout éléphant, de tous les éléphants, par masse, par bloc, par quantité éléphantine, par philosophie d'éléphant. L'auteur est donc oublié au profit de l'animal qu'il célèbre. Romain Gary ne sera pas indifférent à ces critiques ou à ce mépris. S'il assume s'amuser à mal écrire, il corrigera quelques erreurs et quelques lourdeurs dans une nouvelle édition, comme je l'ai dit en 1980. Mais on y reviendra à nouveau. Le roman a failli s'appeler Éducation africaine, en référence à la fois à Éducation européenne, son premier roman, mais surtout à l'Afrique coloniale des années 1950, dont il est question. Romain Gary reproche aux Occidentaux de réduire l'Afrique à un jardin zoologique. C'est un des derniers romans sur la condition humaine et son absurdité chère à André Malraux. Oui, il faut lire La condition humaine aussi. Et cela déplaît. On peut préférer les romans pleins de soupçons ou de doutes que proposent alors Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Romain Gary passe alors pour un auteur dépassé, pas en phase avec son temps, alors qu'il est extrêmement moderne et avant-gardiste. Donc l'histoire maintenant. Le personnage principal, Morel, veut sauver les éléphants des chasseurs et compte même les venger. Il étudie les éléphants et dit même les admirer, parler leur langage, il donnerait n'importe quoi pour être un éléphant. Ça va bien sûr à l'encontre du mode de pensée général de l'époque prônant une chasse sportive. Et la beauté d'un coup de fusil. Morel est donc un idéaliste hybride, ni vraiment humain, ni vraiment animal ou éléphant. Du moins c'est ainsi que le présentent les journalistes. C'est un personnage qui semble en détresse, dans un total désarroi d'une humanité qu'il ne comprend pas.
Mais il sera aidé et rejoint par toute une bande qui l'accompagne, par exemple, pour attaquer un magasin d'ivoire ou dans d'autres opérations, comme l'autre personnage principal, Mina, dont il se rapproche par le biais d'une pétition contre le massacre d'éléphants et par une recherche commune de compréhension des humains à l'encontre de certains clichés. Morel est désabusé. Il affirme par exemple: On présentait manifestement aux tribus africaines la civilisation occidentale comme une immense faillite. Voici l'image qu'on se faisait de la chrétienté. D'ailleurs, c'est marrant, c'est chrétienté dans l'édition originale de 1956, puis c'est l'Occident en 1970. Le propos a un peu changé. Ces personnages cherchent donc la tolérance, l'humanité, l'amitié même entre les humains et les éléphants. Le livre en lui-même célèbre la fin du colonialisme et une possible baisse du racisme, mais aussi une ouverture aux autres avec les potentialités du communisme. Je cite: L'Occident a peut-être une civilisation, mais les communistes sont une vérité. Ce qui deviendra d'Étienne une vérité en 1970. Gary adoucit son propos. Les autres personnages ne manquent pas d'ampleur non plus, à commencer par le gouverneur, un personnage tout en habileté, qui ne comprend pas cet attachement aux éléphants chez Morel, mais reste ouvert au débat pour essayer de comprendre. Romain Gary s'est beaucoup renseigné. Pour mettre au point son ouvrage, il a tiré des informations de la capture des éléphants, de l'alimentation même des éléphants, de plusieurs livres, notamment celui d'Heinrich Oberian, intitulé Mes éléphants au Tchad, sorti en 1952, soit 4 ans avant Les Racines du ciel. Certains lieux, ou même certains fleuves, sont tirés du roman Le Fils de l'éléphant de Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la jungle. Cet auteur a d'ailleurs inspiré le personnage de Haas, assez important dans le roman. De plus, toute la dimension politique sur l'opinion américaine vis-à-vis de l'empire colonial sont à prendre franchement au sérieux, vu que Romain Gary était porte-parole de l'ONU de 1952 à 1954. D'ailleurs, la politique est très présente. Les personnages s'interrogent sur la portée politique de leurs actes à l'échelle mondiale, en Occident, en Afrique et même potentiellement en Inde. Les mots sont plus forts dans l'édition de 1980. Histoire d'hydrogène devient saloperie nucléaire. Et on parle de la révolte africaine comme d'un rideau de fumée écologique. Mais revenons au personnage principal de Morel, qui veut donc venger les éléphants en tuant des chasseurs. Il est dépeint comme étant un personnage de mauvaise foi, par ses adversaires, quelqu'un de trop sérieux, d'insignifiant et d'un peu ridicule. C'est un idéaliste pathétique et démodé. Mina le voit comme quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre, un sauveur supérieur à l'humanité. Ses adjuvants aiment son côté populaire, misanthrope, étonné, costaud, sensible et frustre, et comprennent son choix. On ne peut pas passer sa vie en Afrique sans acquérir pour les éléphants une très grande affection. Leur énormité même, leur maladresse, leur gigantisme représentent une masse de liberté qui nous fait rêver. Au fond, ce sont les derniers individus. Morel est donc un personnage complexe et attachant, tout comme Mina, personnage féminin principal, qui se prostitue pour survivre, mais cherche toujours à oublier ses expériences, pour se laver de son passé, pour se libérer de ses souvenirs, et réatteindre finalement la virginité par l'oubli. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, oubliant qu'elle a pu être meurtrie en minimisant ses souvenirs. Même l'Afrique peut être considérée comme un personnage principal et central du roman. Elle est personnifiée, son âme est disputée par le reste du monde pour ses matières premières. Les idéalistes qui rêvent d'une Afrique indépendante sont vus cyniquement comme des anachronismes vivants. Ils vivent en dehors de toute réalité. Et bien sûr, il y a les éléphants. Les hommes ont besoin d'eux, mais c'est dur de les considérer à égalité avec les humains. Quand on voit par exemple que le personnage de Saint-Denis dit dans son plaidoyer, alors qu'il est très ouvert, qu'il fait lui-même des distinctions entre les blancs et les noirs. Donc des distinctions entre humain et animal. C'est compliqué de tout traiter à égalité, même en le voulant. Les notions occidentales servent d'alibi à l'exploitation de l'Afrique. Les Africains sont traités comme des bêtes à éduquer politiquement par des Occidentaux à l'idéologie maniaque. Et si certains personnages ont des stéréotypes ancrés, certains luttent contre leurs stéréotypes et souhaitent voir tout le monde à égalité. Comme ce personnage de Saint-Denis, un vieux général solitaire, administrateur colonial.
Comme je le disais tout à l'heure, Romain Gary semble s'être amusé à ajouter écologie partout dans l'édition de 1980, allant jusqu'à faire dire à Saint-Denis « J'en connais même qui chercheraient le mot écologie dans le dictionnaire ». Il s'amuse de l'importance qu'a alors pris ce mot et de cette notion, devenue politique alors qu'elle ne l'était pas au moment où il écrivait Les Racines du ciel. Le roman est séparé en 3 parties, qu'on pourrait voir comme une longue introduction, un long développement et une conclusion assez brève finalement. Le grand questionnement autour des monologues constitue la première partie. On se demande qui est Morel, s'il faut le capturer mort ou vivant. Puisque vivant, il serait protégé et géré par les autres, et le gouvernement serait ravi de lui retourner le cerveau. Mais mort, il ne constitue plus une menace. Et certains pensent qu'il n'y a rien à en tirer, donc autant qu'il soit mort, puisqu'il s'enferme de toute manière dans un idéal animal. Cet idéal peut être vu en plus comme dangereux, il attire l'opinion publique. Elle est nombreuse à être fascinée par lui et prête à le suivre. Que ce soit des amoureux des bêtes, ou tout simplement des gens qui se sentent seuls ou abandonnés, comme c'est le cas de Mina. Le but du personnage de Morel est, comme Necfeu, de voir un être humain être humain. Il s'agit pour nous de toucher le cœur populaire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, dit-il à un moment du roman. Avec sa pétition, il veut faire parler de lui, et faire prendre conscience de l'enjeu de cette survie animale et de la protection de la nature plus qu'urgente. Dans la deuxième partie, on voit que Morel est moins bête et naïf que ce que les autres personnages disaient de lui avant. Il a de l'esprit, de la répartie. Par exemple, quand quelqu'un vient lui rapporter les propos d'un de ses opposants. Il vous recommande au chien. Morel sourit. C'est gentil. Je suis sûr que venant de sa part, c'est une recommandation qui me servira un jour. Comment s'appelle-t-il ? Isredine. Dis-lui que chaque fois que je verrai un chien galeux, je dirai que je viens de la part d'Isr Eddin, le doyen de leur tribu. On comprend que son combat n'est pas celui d'un solitaire, qu'il n'est pas fou, que sa passion est partagée avec exaltation par les autres. Comme cet autre personnage qui s'exprime « Quand vous n'en pouvez plus, pensez à des troupeaux d'éléphants en liberté en train de courir à travers l'Afrique. Rien ne peut les arrêter. La liberté, quoi. » Il s'agit du militant Robert qui combat aux côtés de Morel. Mais les affaires humanistes et humaines de Morel sont politisées à l'excès, comparées au communisme ou à certaines politiques déviantes. Elles sont vues comme anormales, puisque ni occidentales ni africaines, donc en dehors de tout ce qui est logique. Les personnages se questionnent en permanence sur les motifs de Morel, et donc le lecteur aussi. Ainsi, ce livre est une tempête intellectuelle, une prémisse écologique hyper importante, une défense des animaux habile et jamais manichéenne. On y retrouve des thèmes chers à Gary, comme la tolérance, la peur d'autrui, le nazisme, mais aussi le personnage présent dans les pensées mais absent ou imaginaire, et donc l'imagination a une grande place aussi. L'écriture est intelligente et on apprend à comprendre Morel au fur et à mesure. Il nous paraît misanthrope au départ, mais on comprend ensuite que c'est plus compliqué que ça, qu'il a besoin d'amitié et de compréhension. Les racines du ciel représentent un besoin de justice, de liberté et d'amour. Et cela transparaît chez le personnage de Morel. Un livre à lire à tout prix.